de trouver son équilibre. Aujourd'hui, je suis la preuve qu'on peut combiner les études, le boulot et l'entrepreneuriat. Je m'en sors. Je ne lui dirais pas que c'est facile. Non, c'est difficile. Il y a des sacrifices à faire. Mais si elle a le courage, elle a la force de grimper une montagne. Quand on grimpe une montagne, après tu descends. Donc la descente est beaucoup plus facile, mais c'est grimper là qui est plus difficile. Bienvenue sur Finisango, le podcast qui met en lumière des parcours inspirants et des voix engagées. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une femme exceptionnelle, déterminée et engagée dans la recherche et l'entrepreneuriat. Elle est juriste de formation et doctorante en sciences politiques et relations internationales. Sa thèse est spécialisée sur la certification des élections en Afrique, le cas de la RCA. Ensemble, dans cet épisode, nous allons parcourir son cursus scolaire, explorer ses expériences professionnelles tant entrepreneuriales et en même temps découvrir ses perspectives. Bienvenue Audrey. Merci. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens honorée d'être là avec vous. Pourrais-tu te présenter brièvement à ceux qui nous suivent? Ok, mais comme vous l'avez dit, c'est Mademoiselle Namkona Audrey. J'ai fait une formation en droit. J'ai fait d'abord la première année jusqu'en troisième année à l'université de Bangui, où j'ai eu ma licence. Après, je suis venue au Sénégal. J'ai fait mon master. J'ai eu mon master et j'étais rentrée au pays pour faire l'inscription en thèse doctorale. Et voilà, je suis en première année de thèse doctorale. Comment décrirais-tu ton quotidien en tant que doctorante? Ben déjà, c'est pas du tout facile parce que il y a les recherches à faire gauche droite. Euh, Comment je vais dire ça? C'est stressant parce que il y en a qui voient juste le titre doctorante ou bien le nom doctorante, mais derrière il y a tellement de sacrifices, des nuits de sommeil que tu sacrifies, des recherches, de l'argent et tout, parce que le doctorat, c'est des recherches approfondies. On se base sur le réel, sur du concret. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui. On y reviendra en profondeur. Alors, tu es juriste de formation et aujourd'hui en cycle de thèse en sciences politiques et relations internationales. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours académique, comment cela a commencé et qu'est-ce qui t'a conduit à cette spécialisation? D'accord. Est-ce que c'est un rêve d'enfance ou c'est venu en cours de route? Est-ce que c'est à la maternelle? Bon, je dirais ça a commencé depuis l'enfance. Par contre, quand j'étais enfant, je me disais beaucoup plus, quand je serai grande, je serai avocate. Mais j'ai toujours été passionnée par les films de droit. J'ai toujours été, bon, dans la famille, je suis toujours celle qui défend tout le monde, celle qui ne veut pas qu'on porte préjudice du tort à quelqu'un. Donc ça, c'est devenu une passion au fil du temps. C'est devenu une passion. Et quand je grandissais lors de mon parcours scolaire, je me suis rendu compte que chez nous, le domaine d'avocat, ça paye pas beaucoup et tout, mais je peux faire le droit. Et c'est là que j'ai su que le droit a plusieurs débouchés. Moi, je pensais que si je faisais le droit, j'allais juste être avocate. Mais au cours des années, j'ai su que tu peux être magistrat, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire une formation en droit et être beaucoup de choses, même être au ministère des Affaires étrangères, être à l'ANE, à la Cour constitutionnelle et tout. Et vu que je suis passionnée par tout ce qui est loi, tout ce qui est texte et tout, je me suis dit, c'est une passion, c'est pas un choix du jour au lendemain, c'est vraiment une passion. La preuve en est que quand j'ai eu mon bac, et on me disait, la situation au pays était compliquée par rapport à la première année. Tu vas aller faire l'université publique. C'est compliqué parce que les jeunes, les gens qui y vont doivent se lever très tôt ou bien qui réservent des places à la veille du jour des cours. Et tout ça me stressait. Et on me disait qu'il y avait des gens qui ont fait 5 ans en première année et tout. J'étais, ça me faisait peur.
Et tout, mais après, ma mère m'a dit, mais pourquoi ne pas faire le journalisme et tout. J'ai dit, non, je veux juste faire le droit, je veux juste faire le droit. On m'a proposé beaucoup de choses et puis, voilà, c'est le droit, c'est ma passion. C'est une passion qui est innée. Quels sont les défis que tu as eu à rencontrer pendant ces parcours scolaires-là, depuis l'école maternelle, primaire jusqu'au lycée? Bon, d'accord. Je dirais, quels sont les défis que j'ai eu à rencontrer? Je sais pas, parce que j'ai eu une maman qui nous a élevés avec beaucoup de courage, hein, qui faisait de son mieux pour qu'on ne manque de rien. Donc, je partais à l'école. C'est vrai que les conditions n'étaient pas réunies, mais bon, j'étais toujours, comme on me dit défi, je faisais toujours partie des premiers. Je faisais toujours partie des premiers. Quand vous me dites défi, je réfléchis, je réfléchis, bon, défis en tant que ça, peut-être les problèmes de scolarité. Ça a été notre plus grand défi, mon plus grand défi, parce que une maman élever 4 enfants seule, c'était assez difficile, mais elle arrivait toujours à payer les frais de scolarité. Et bon, je peux dire ça, j'ai fait une école, et c'est battu, j'ai fait une école privée jusqu'à l'obtention de mon bac. J'ai eu mon bac en première. J'ai eu mon bac en première à l'âge de 16 ans. C'est là que j'ai eu le bac et voilà, je suis partie à l'université. Mais par contre, à l'université, j'ai eu beaucoup de défis parce que je devais me lever tôt. On habitait très loin de l'université. Je devais me lever à 3h50 et je devais sortir au bord de la route, prendre le bus. J'arrivais à l'université à 4h, à 4h30, 45 comme ça, mais je trouvais pas de place parce on était nombreux. On était nombreux et je me rappelle que c'était tellement difficile à un moment où ma mère a dit à m'amuser de me faire un tabouret. C'est avec ça que je partais avec à l'université parce que elle, en tant que mère, quand elle me voyait sortir à 3 heures, elle me dit, ah, ma fille qui sort la nuit comme ça et tôt le matin comme ça, c'est pas prudent. Donc, on a dû me faire un tabouret et tout, et j'ai pas lâché. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, Et en plus, à l'université, c'est difficile. C'était difficile, c'était très difficile. Mais Dieu a pourvu, ça va. ouais, telle une lionne. Et big up à maman pour les efforts consentis. Vraiment. Nous savons combien c'est difficile d'élever des enfants en tant qu'une mère. Mhm. Alors, y a-t-il des passions de la jeunesse qui ont bouleversé un peu ton parcours? Bon, les passions de la jeunesse, Des crises d'adolescence? non, je dirais non, parce que comme je l'ai dit, j'ai toujours fait partie des meilleurs. Ma mère, c'est une femme avec beaucoup de sagesse. Elle a toujours su gérer les crises d'adolescence, me remettre sur. Je dis pas que j'ai pas fait de bêtises en tant que jeune fille. Ah, j'en ai fait. Je me battais, je faisais les choses et tout. On me donnait les 8 jours, je restais à la maison et tout. Mais bon, après, maman a su recadrer. Par contre, je peux dire, j'ai pris un peu de retard quand j'avais eu le bac. C'était un retard au niveau de l'université. Donc, j'ai perdu pratiquement une année. Et quand j'étais venue faire le master aussi, je venais pour m'inscrire à l'UCAD. Mais à cause du Covid-19, ils avaient pris du retard. J'ai perdu une année. J'ai perdu une année, donc c'est après que j'ai continué. Il n'est jamais trop tard. Voilà. En tout cas, Audrey, c'est une guerrière et son parcours en témoigne. Les défis étaient là, les difficultés, les contraintes. Est-ce que quelqu'un peut imaginer une femme déterminée à aller à l'école avec son tabouret, mais elle ne sait pas, elle n'a pas vu ça en tant qu'un problème, mais elle a vu une opportunité et elle a su développer pour pouvoir aller au bout de ses rêves. C'est à encourager et c'est un exemple, un modèle aussi à suivre dans notre génération. Alors, pourquoi as-tu choisi de travailler sur la certification des élections en Afrique et plus précisément en RCA? D'accord. Euh, Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que moi, après beaucoup de réflexion, après un long temps de réflexion, je dirais, je me suis rendu compte que non, parce que j'ai pris le cas de la RCA. Mais par contre, quand je faisais le master, j'avais spécialisé, parce que c'est mon thème de master.
que j'ai approfondi. Et je m'étais spécialisée sur le cas de la Côte d'Ivoire, de ce Ok. qui s'est passé pendant les élections 2010 en Côte d'Ivoire et tout. Et je me rends compte que je me suis rendu compte après beaucoup de recherches que le problème de l'Afrique, ça relève des élections. D'accord? Tant de questions qu'on se pose. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui dans un pays où on choisit nous-mêmes nos dirigeants. Mais après, tu vas voir qu'après une année de mandat, deux ans, ce peuple se retrouve à contredire son choix. Non, ben, il fait pas ça, il fait pas ci, le président, non, on veut plus de ce dirigeant et tout. Moi, je me posais tellement de questions et tu vois, toujours à la délibération des votes, on dit non, 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 c'est pas telle personne qui devait être président, qui doit être président et tout. Et moi, je me dis, mais attends, comment est-ce qu'un peuple qui élu lui-même son dirigeant se retrouve encore à contredire son choix? Donc, c'était vraiment ces questions que je me posais qui m'ont poussé à choisir ce thème. Tellement d'interrogations et c'est le mal de l'Afrique. Et avec Audrey, nous allons découvrir davantage, non seulement au travers de ses recherches, mais aussi de son expertise, parce qu'elle a eu déjà une expérience en travaillant sur le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est en Afrique, la RCA, c'est en Afrique, le Sénégal, donc. Et dans tous ces pays-là, très souvent, on fait face à ces défis. Donc, on en saura davantage. Alors, quels sont les enjeux majeurs que tu as identifiés dans ce domaine et en quoi ton travail pourrait apporter un éclairage ou proposer des solutions? D'accord. Les enjeux que j'ai pu relever, c'est déjà que lors des élections, il n'y a pas de transparence. Il y a pas de transparence. Et comme je me disais, après un long moment de recherche, je me rends compte que c'est comme une imposition de choix. C'est comme une imposition de choix. Si aujourd'hui, moi, je te dis, apporte-moi du café, tu m'apportes du café, je dis, ah, c'est pas le café que je voulais, je t'ai dit du jus, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est pas toi, c'est toi qui n'as pas bien entendu, ou bien c'est moi qui ne me suis pas bien exprimée. Tu vois, donc il y a tellement d'enjeux. Tu vois. Et aujourd'hui, les dirigeants qui, une fois au pouvoir, ne respectent plus la vie du peuple, c'est, bah, je fais ce que je veux, hein, je mets qui je veux là et tout, et c'est tout le temps c'est ce schéma que j'ai rencontré, si tu vois, dans plusieurs... C'est pourquoi j'ai préféré me spécialiser sur le cas de l'Afrique, parce que je me dis, je vais prendre un terrain que je maîtrise. Et les élections, le parcours, je dirais quoi, c'est le mot l'élection présidentielle chez nous, on en sait quelque chose. À l'approche des élections, c'est là qu'on voit nos présidents se lever pour faire quelque chose. Bah, on sait tous ce qui se cache derrière. C'est vraiment là. Et quand j'ai choisi ce thème, je veux mettre à la lumière. Au fait, je veux vraiment que le peuple puisse choisir librement son dirigeant. C'est ce que je me dis. On n'a pas à nous imposer quelqu'un, on n'a pas à nous imposer un choix. Aujourd'hui, voilà pourquoi on a mis l'âge majeur du vote, c'est à 18 ans, là où tu peux déjà faire ton choix et tout. Mais maintenant, si on a mis 18 ans, pourquoi on nous impose quelqu'un? On ne doit pas nous imposer quelqu'un, on doit nous-mêmes choisir notre dirigeant. La transparence des scrutins, la transparence des scrutins. Surtout ça, c'est ce qu'on veut. La transparence, c'est le mot que moi j'ai capté lors de son intervention. Alors, avant d'aller plus loin, pourrais-tu nous dire en quelques mots ce que tu penses apporter comme solution au travers de ce travail? Bon, je l'ai dit, peut-être je vais reprendre. C'est déjà, j'appelle par là la non-ingérence de l'opinion internationale dans les élections présidentielles. Tu vois, parce qu'il y a tellement de débats autour de ce thème, la non-ingérence de l'opinion internationale. Parce on se rend compte qu'aujourd'hui, on a les moyens d'organiser nos élections. Et même si on n'avait pas les moyens, qu'ils nous proposent ces moyens, mais qu'ils restent derrière, au fait. Mais nous proposer des moyens et passer par ces moyens pour venir nous imposer un choix, c'est ce que nous ne voulons pas. D'accord? Comme je l'ai dit tantôt, la transparence des scrutins et la non-ingérence de l'opinion internationale dans les élections présidentielles. Exactement. Et aussi à nous qui allons choisir nos présidents
de développer cette maturité. Arrivé à 18 ans, on est censé être mature et avoir un certain niveau de connaissance. Le choix par émotion doit être exclu, banni. Surtout. Nous devons choisir à travers le vécu, l'expérience qu'on a vue dans le passé et aussi ce qui nous est proposé de concret, de réalisations qui sont palpables. Mais de ne pas aller parce que oui, c'est tel, c'est mon oncle, Oui, parce voilà. qu'on est de tel village, parce qu'on est de ceci. Mais un président n'est pas le président d'une entité. Un président élu, il est le président de tout un peuple. Le choix que je fais aujourd'hui, ça va impacter non seulement moi et toute ma famille, mes voisins, mon quartier, ma ville et tout le pays. Donc, nos choix judicieux sont importants. Et aussi, du côté des organismes qui nous aident, qui financent, qui nous appuient, ils doivent donner ce qui est nécessaire et rester à l'écart, sans pour autant oublier la transparence Des des scrutins. scrutins au travers des structures qui nous organisent des élections dans le pays. Alors, en dehors de ta thèse, tu travailles aujourd'hui. Peux-tu nous parler de ton rôle et des compétences que tu as eues à développer dans ton travail? D'accord. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise commerciale qui met en avant le service client et la télévente. Parlons de ce travail-là. Quelles sont les compétences que toi, tu arrives à développer en faisant ce travail? Les compétences que j'arrive à développer, vraiment, je travaille beaucoup sur mon côté sur le domaine de communication. D'accord? Vu que c'est un domaine de télévente où tu dois aller à la conquête, comment je vais dire, convaincre le client pour qu'il prenne tes produits et tout. Et en convaincant le client, tu te mets à la place du client aussi. Donc, j'ai développé un côté un peu plus humain, d'accord? Communication, compréhension, patience, hein, et tolérance et tout. Des fois, le produit est là, tu sens que le client veut prendre, mais il a des hésitations, tu le convaincs, tu te mets à sa place. J'ai vraiment travaillé sur ces points dans ce domaine. C'est excellent. Aujourd'hui, nous voyons, nous les jeunes, on n'arrive pas à tirer profit de ce qu'on fait comme travail. Il y a des gens très souvent qui se plaignent que mon travail, c'est très ennuyant, mon travail. Mais il y a un auteur qui dit, ton travail ennuyant est ce que un chemin recherche de plus précieux. Et donc, quand toi, tu es là, cherche à tirer profit de ce que tu peux au travers de ton travail. On en a vu aujourd'hui avec Audrey, ça n'est une preuve. Elle prépare une thèse en relations internationales. Elle sera appelée à communiquer, à travailler avec des gens. Et au travers de ce travail, elle pouvait dire non, moi je vais rester là et chercher un cabinet d'avocats pour aller développer mes compétences. Mais elle a su tirer profit en travaillant sur sa communication, le sens de l'humanité, la compassion, la tolérance et toutes ces qualités demeurent feront d'elle une personne spéciale lorsqu'elle va commencer à toucher du doigt dans son domaine. Et je tiens aussi à préciser que au travers de ce travail, en tout cas, j'ai acquis un esprit conquérant. Hein, le mental d'acier, c'est ça le mental d'acier. Là où tu sens, tu avec un client, deux clients, trois clients, ils te disent, ah, ils veulent pas le produit. Et comme je suis un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat, voilà, tu te dis, aujourd'hui ça marche pas, demain ça va marcher. Même si c'est dur comment, un jour ça va aller. Exactement. Alors, Audrey, en parallèle de ton travail professionnel, tu fais des petites activités de vente des articles sur les réseaux sociaux, etc. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé déjà à te lancer dans l'entrepreneuriat? D'accord. Ça a toujours été aussi une idée parce que depuis toujours, je me dis, je ne vais pas juste me contenter de mon statut professionnel, c'est-à-dire, je ne vais pas juste me contenter d'un bureau. Et par rapport au coût de vie qui devient de plus en plus cher, je me dis, un salaire bureautique ne va pas nous suffire.
D'accord? Et sachant que moi aussi, je viens d'une famille un peu nombreuse et tout, je me suis dit, à côté de mon côté professionnel, à côté de mon travail de bureau, hein, je vais lancer des activités et c'est devenu une passion. C'est devenu une passion. J'aime entreprendre, j'aime faire les choses, aller acheter mes marchandises, venir revendre, c'est devenu une passion Une aussi. habitude. Tu as Oui. développé cette habitude. Alors, comme on le dit, le salaire seul ne suffit pas. Mhm. Il faut toujours créer d'autres sources de revenus pour pouvoir joindre les deux bouts. Mhm. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les différents articles que tu as? D'accord, d'accord. Alors déjà, je fais dans la vente du charbon. En gros, en détail, je fais aussi dans la vente du fagot. Je fais aussi dans la vente du manioc que moi-même je pars chercher et je viens, euh, comment je vais dire ça? Moi-même je fais ça. Préparation. Oui, je mets au soleil. Après, quand ça sèche, je vends. Je vends aussi l'huile de palme en grande quantité. Et quand j'étais au pays, je faisais aussi la soupe chaque samedi. Et je faisais aussi dans la vente des habits. Hommes, femmes, enfants, chaussures, tout. Et je vends aussi des déodorants, des parfums. En tout cas, je fais dans tout. Audrey est l'image de la réussite. Elle ne laisse rien passer tant qu'elle en a la capacité et la possibilité de le faire. Tout à fait. Dans tout ce qu'elle a dit, il y a un côté que j'ai capté, la transformation. Elle va au marché acheter des tubercules, Mhm. elle-même venir Mhm. transformer, étaler au soleil et en plus de ça, elle en fait un produit fini. Donc Mhm. elle part depuis le produit à l'état brut, Mhm. la transformation et proposer quelque chose à la population. Tout à C'est fait. déjà ça les différentes étapes d'un entrepreneur. Mhm. Et nous t'encourageons vivement dans Merci. cette dynamique de continuer à ne pas te laisser faire parce que sur ton visage, c'est marqué je ne me laisse pas faire. Merci. Alors, quels ont été les défis que tu rencontres en tant que jeune femme entreprenante? Ah, les défis sont nombreux, hein. Et des fois, tu peux aller chercher les marchandises, tu viens, il n'y a pas de clients. Tu trouves pas de clients. Souvent, même les samedis, quand je fais la soupe, les gens ne viennent pas. Mais après, vraiment, je vais faire un big up à ma mère. C'est vraiment la personne qui m'a beaucoup plus soutenue. À un moment, c'était difficile. C'était très difficile. Et quand je faisais souvent la soupe, elle voyait que les gens ne venaient pas. Elle-même, elle prend son téléphone, elle appelle ses collaborateurs qui venaient acheter la soupe et tout. Et ça finissait toujours, ça finissait toujours. Et quand il y avait des marchandises qui restaient et tout, je me dis, ah, mais je vais faire comment avec ça? Elle me dit, non, attends, je vais appeler telle personne et tout. Donc, il y a ces défis de fois, il y a des gens qui commandent chez toi. Après, quand, parce que souvent, je partais aussi au Cameroun acheter les habits, les articles et je revenais vendre ça au pays. Souvent, l'article est là, tu appelles le client, la personne ne décroche plus. Donc, moi, je fais mes choses sur commande. C'est pas comme si je pars acheter en grande quantité. Non. Quand je poste mes produits, telle personne en veut. Ok, je note. Je pars prendre ça. J'arrive, mais quand tu arrives, tu appelles le client. Le client ne vient pas prendre. À un moment, je voulais laisser tomber. C'était très difficile. Mais ma mère, elle m'a dit, ça va aller. Hein, ça va aller. Tu vas trouver des clients. Poste ça. Quelqu'un va venir. Et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu des gens qui après sont venus prendre. C'est très difficile l'entrepreneuriat. Je vais pas mentir. C'est très difficile. Parce que des fois, tant qu'on ne vient pas prendre les articles, après, tu ne pourras pas faire la recette. Donc, des fois, tu es là, tu prends ce que tu as sur toi, tu pars acheter les articles, tu viens, on ne vient pas prendre ton produit. Mais après, derrière toi, tu fais comment? Tu n'as pas d'entrée, il n'y a que des sorties et tout. Par exemple, même en décembre, en décembre dernier, décembre 2024. 2024, j'étais allée au Cameroun, j'ai payé des habits et tout, j'avais dépensé beaucoup. Et quand j'étais venue, ben, les gens, quand ils venaient prendre les articles, c'était à bas prix. J'ai fait une énorme perte, mais je me suis dit, je me laisse pas. Je voulais laisser, ma mère a dit, non, tu laisses pas. C'est comme ça l'entrepreneuriat aujourd'hui. Tu gagnes, demain tu perds, après demain tu vas gagner. Donc, on y va.
c'est très difficile au domaine de l'entrepreneuriat. Persévère, persévère et persévère Oui, encore. Alors, oui. aujourd'hui, nombreux sont ceux qui nous disent sur les réseaux sociaux, il faut être indépendant. Il ne faut même plus aller travailler, il faut entreprendre, mais il y a un pouvoir stressant qui est derrière l'entrepreneuriat. Mhm, Et pour pouvoir se lancer, il faut vraiment avoir un soutien moral mhm, mhm. et même financier. Et Parce que c'est spirituel comme aussi. surtout ça, spirituel. Et comme elle a si bien dit, si ça tenait qu'à elle, peut-être elle allait laisser tomber. Oui. Mais il y a toujours ce soutien moral qui est là de Mhm, la part de maman, qui à mhm. chaque fois, quand elle est faible, la maman vient donner un peu d'énergie pour pouvoir la booster et Tout à continuer. fait. Mhm. C'est bien d'entreprendre, mais il faut aussi avoir le cardio pour résister. Et je me rappelle aussi que, bon, pas seulement maman, mais ma grande sœur aussi, c'est vraiment, je dirais, mes supportrices numéro un, numéro one. On va dire ça, mais Big up. vraiment, je me rappelle qu'à un moment aussi, j'avais fait faillite. J'étais malade, j'avais utilisé mon argent pour les médicaments et tout. Et pour relancer le business, c'était difficile. Je me rappelle de cette fois où ma mère est venue toquer à ma porte. Elle m'a dit, écoute, je te fais ça. Je te donne telle somme, tu reprends ton commerce. Je veux pas que tu restes comme ça. Hein, il faut te battre, c'est la vie. Elle m'a dit ça, elle m'a remis de l'argent et puis j'ai relancé le commerce. La Vraiment. vie, c'est un combat. Pas contre un être humain, mais contre Hum, la nature. Et exactement. parfois, elle te donne des coups, tu es Mhm, à terre. Il faut mhm. toujours te relever pour pouvoir avancer. C'est ça. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et Mhm, ceux qui échouent. mhm. Alors, tu as eu à faire un tour à Bangui, tu as passé un peu de temps, tu as pu observer de près Mhm, le monde professionnel en RCA. Tu nous as parlé un peu de comment tu t'es débrouillé sur le plan entrepreneurial. Mais mhm. quelles sont tes impressions sur la situation actuelle? Ah, la situation, pour être franche, elle est déplorable parce que je me rappelle que je suis rentrée avec mon master. Je me suis présentée pour pouvoir dispenser des cours parce que normalement, quand tu as le master, tu peux dispenser des cours de la première année jusqu'en année de licence. Mais ce qu'on m'a dit, on n'a pas regardé mon diplôme. On m'a vu, on m'a dit, mademoiselle, vous êtes très jeune. Qui on m'a dit ça, mademoiselle, vous êtes... J'étais choquée, j'ai dit, parce que au Sénégal, c'est des jeunes comme nous qui viennent nous donner les cours. Mais pourquoi aujourd'hui chez toi on te dit, eh, mademoiselle, c'est pas le diplôme, on dit pas votre diplôme il n'est pas authentifié, non, on doit rien. On m'a regardé dans les yeux, on m'a dit, vous êtes très jeune. Et j'ai cherché partout le monde professionnel actuellement, c'est les relations. Quand tu n'as pas les relations, hein, tu peux pas t'asseoir quelque part. Wow. C'est déplorable, c'est triste parce que je me dis, si on nous a dit aller à l'école, ils nous demandent des diplômes. On revient avec les diplômes. Ils veulent plus de nos diplômes. Ils nous demandent peut-être des expériences de 5 ans et tout, mais attends, s'ils nous donnent pas, ne serait-ce qu'un stage non rémunéré pour pouvoir faire nos preuves, comment ça va se faire? Après, je me dis, c'est tellement de choses. Tellement de choses. Après, tout ce sacrifice, nos parents qui nous envoient à l'étranger, qui payent nos études, on revient avec un diplôme, on ne trouve pas de quoi se débrouiller, avoir quelque chose et tout. Et non, je dirais, nos parents sont en train de vieillir. Et là, les investissements qu'ils ont fait après, on fait comment, tu vois? Il y a toutes ces questions. Le monde professionnel vraiment aboli actuellement, c'est déplorable, c'est triste. Alors, et là, je n'ai qu'un chiffre, Mhm. mais c'est la compétence et les connaissances qui priment. Mhm. Il y a des jeunes, aujourd'hui, moi, je vois, qui ont 15 ans, 16 ans, qui ont eu à mettre en place des projets, des logiciels impeccables Mhm. et qui contribuent à la vie de la société. Mhm. Et donc, bloquer une personne parce qu'elle est encore jeune, Mhm. c'est nous dire, ben, faites tout votre possible pour doubler. Et comme ça, quand vous aurez les diplômes, vous serez vieux et on vous laissera une place. Mhm. Et la vieillesse ne rime pas avec l'excellence. Tout à fait. Plus on vieillit, plus on perd aussi en intellect. Mhm. Donc, nous devons laisser la possibilité aux jeunes parce que les jeunes ont ce pouvoir
d'innovation, ils ont ce pouvoir de transformation. Ils ont de l'énergie pour pouvoir donner au fait le meilleur d'eux pour dépasser même les montagnes. Et donc, c'est une situation vraiment qui est très, très déplorable. Et je comprends et je peux imaginer le ressenti de ce qui va avec. Mais comme tu l'as si bien dit, tu es quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Tout à fait. Une porte fermée, tu cherches toujours à ouvrir une autre. Et aujourd'hui, peut-être, c'est un plus pour toi parce que cette situation t'a permis de revenir encore pour continuer ta thèse. Donc, ne te décourage pas. Alors, Audrey, aujourd'hui, si tu devrais inspirer une jeune fille qui hésite à poursuivre de longues études ou à se lancer dans l'entrepreneuriat, que lui diras-tu? Je lui dirais fonce. Je dirais à une jeune fille de ne pas abandonner. C'est révolu, cette image qu'on a des jeunes filles. La femme n'est pas faite seulement pour le foyer, pour la cuisine, pour la maison, pour être seulement dans prendre soin des enfants. Non, de trouver son équilibre. Aujourd'hui, je suis la preuve qu'on peut combiner les études, le boulot et l'entrepreneuriat. Je m'en sors. Je lui dirais pas que c'est facile. Non, c'est difficile. Il y a des sacrifices à faire. Mais si elle a le courage, elle a la force de grimper une montagne. Quand on grimpe une montagne, après tu descends. Donc la descente est beaucoup plus facile, mais c'est grimper là qui est plus difficile. Et je lui dirais ces mots, je lui dirais l'honnêteté, la sincérité, la loyauté, de ne pas toucher aux choses d'autrui, d'être vraiment loyale dans tout ce qu'elle fera. J'encourage les jeunes filles vraiment à trouver l'équilibre et à se démarquer, Surtout, rien n'est facile. Rien. Rien n'est facile. Et comme on le dit souvent, c'est toujours au bout du tunnel que se trouve la lumière. Exactement. Tant qu'on est dans le tunnel, là, tout est noir. Parfois, on ne peut même pas regarder sous nos pieds. Vraiment. Mais c'est à la sortie qu'on voit la lumière. Et n'hésite surtout pas. Ne pense pas que tu n'es pas capable. Tu as ce pouvoir de le faire. Bien sûr. Tu as cette énergie, tu as cette idée. Il suffit juste de faire le premier pas. Et l'un après l'autre, tu vas y arriver. Alors, tu fais partie des rares jeunes femmes qui vont loin dans les études. Très rares. Quels sont tes objectifs à court, moyen et à long terme? D'accord. Déjà, mon objectif premier, c'est d'arriver quelque part. C'est de faire parler, c'est vraiment de faire parler mon nom. Mes proches ont l'habitude de dire que c'est comme si j'ai la folie de réussite. C'est pas que juste de tous les moyens. Non, 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 non. Mais vraiment, mon objectif, c'est d'arriver quelque part. Et après, derrière, j'ai un défi, celui de faire plus que ma mère. Parce que ma mère, on en a beaucoup fait. C'est vraiment une femme battante, une femme qui s'est démarquée et tout. Et après, il y a ce défi, même la Bible dit, malheur à l'enfant qui ne fait pas mieux que son père. Ah, je veux vraiment faire ça et donner une autre image à la femme. Vraiment donner une autre image à la femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore mariée, j'ai pas encore des enfants, mais chaque jour, je prie pour que Dieu me donne la force de trouver l'équilibre, de combiner famille, boulot, école, entrepreneuriat, de trouver vraiment cet équilibre. Vraiment, c'est vraiment pour soigner l'image de la femme. Je sais que le combat est rude, il sera long, mais on va y arriver. L'équilibre, il est important. Et c'est la question qui devrait venir. Tu es quelqu'un de très dynamique, engagé, déterminé à réussir. Et j'allais poser la question, où est la place de la famille? Aujourd'hui, quelqu'un se présente dans ta vie, où sera sa place? C'est comme je le disais, il faut juste trouver l'équilibre et tout n'est qu'une question d'organisation. Tout n'est qu'une question d'organisation. Je l'ai dit tantôt, la vie aujourd'hui, elle est très chère. Aujourd'hui, si je me bats, si j'ai quelqu'un dans ma vie, je me bats pour peut-être avoir quelque chose pour l'aider ou bien nous aider à aller quelque part. Il devra comprendre que c'est pas que je fais passer mon boulot ou bien mon business avant lui, mais c'est une histoire d'organisation. Il peut y arriver et comme je le dis,
C'est tout n'est qu'une question d'organisation. Si on s'organise aujourd'hui, c'est pas que le boulot est plus important que lui. Non, non, non. On va juste s'organiser. Moi, la famille passe avant tout. Moi, c'est ça. La famille passe avant tout. Je le dis pas parce que aujourd'hui, je suis pas dans cette situation, mais j'ai le sens de la famille. La famille m'est très, très, très importante. Il peut arriver même aussi que je suis en train de travailler. Ma mère m'appelle. Ah, mais moi, je sors, je décroche. Ça, c'est ma mère, hein. La famille avant tout. Donc, vraiment, il y a pas de, il y a pas de question à se poser là-dessus. Trouver juste l'équilibre, être une bonne mère, une bonne femme et aussi une femme qui impacte. C'est important. Il faut, il faut laisser un héritage précieux à ceux qui viennent après nous. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es une femme qui est déterminée à réussir. Tu vas réussir, ça c'est certain. Tu crois en toi, tu crois en ce que tu fais et tu crois en Dieu et tu sais que cela est possible. Oui. Aujourd'hui, les femmes qui réussissent disent très souvent, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie parce que j'ai tout ce qu'il faut pour vivre. Quelle est ton appréhension par rapport à cette expression? Ah, moi, je dis ça, c'est un mensonge, hein. Ça, c'est vraiment un mensonge. Parce que si on fait le statistique, c'est ces femmes-là qui se retrouvent peut-être à être la maîtresse d'un autre homme ou bien qui se retrouvent, quand tu vas chercher, ce sont des femmes qui ont des relations avec des gens qu'elles cachent et tout. Ça, c'est un mensonge. Je dirais, c'est juste que moi, actuellement, je ne dirais pas que j'ai pas besoin d'un homme, mais je me dis, c'est pas le moment. Je suis en train de me construire, je suis en train de me bâtir. Mais c'est pas que j'ai pas besoin d'un homme. Mais si aujourd'hui quelqu'un se présente et que cette personne répond à mes critères, mais ben, je vais me mettre avec la personne. L'argent ne fait pas tout. Hein, l'argent ne fait pas tout. C'est vrai que l'argent fait beaucoup, mais l'argent ne fait pas tout. Ça, c'est vraiment, c'est ça, un mensonge. Une femme, quelle femme qui n'a pas besoin d'un homme, ça, c'est un mensonge. L'argent est nécessaire, mais ce n'est pas le plus important dans la vie. Et à la famille, nous voyons aujourd'hui combien des hommes riches souffrent à cause de la famille. Nous voyons aujourd'hui combien de femmes riches souffrent parce qu'elles n'ont pas une famille. Cherchons l'argent, c'est bien, mais ayant aussi le sens de la famille. Parce que c'est la seule chose qui importe le plus dans la vie, au-delà de tout ce qu'on a de matériel. Même la Bible dit, même la Bible dit, et même dans Proverbe 31, on décrit cette femme hein, qui est apte à tout faire, qui amène à manger à la maison. Mais la Bible précise dans ce Proverbe 31 qu'elle prend soin de son mari. Son mari, là, ça veut dire que tu peux pas aujourd'hui être une femme qui impacte, et c'est souvent ces femmes-là qui poussent des jeunes filles à se livrer à une vie de débauche. Ah, je veux juste avoir mon argent, j'ai pas besoin de quelqu'un. Non, non, non. Disons la vérité à nos sœurs, disons la vérité à nos petites sœurs. La Bible, on commence par la Bible. La Bible, c'est la base de toute chose. Le Proverbe 31 nous dit clairement, nous décrit clairement cette femme intelligente, entreprenante, qui a soin des gens de sa maison. Mais la Bible précise aussi qu'elle a un mari. Donc vraiment, n'essayons pas de faire mieux que Dieu. C'est quelque chose que la Bible a instauré et nous savons que la Bible vient de Dieu. Donc, commençons vraiment avec la base. Et voilà. N'oublions pas, au-delà de toutes ces qualités, elle doit être soumise aussi. C'est Tout ce à que fait. Dieu Tout dit à fait. dans la Bible. Alors, Audrey, aujourd'hui, nous arrivons à terme de notre temps d'échange. Déjà. J'aurais aimé qu'on continue. Je vois combien de débats est intéressant et j'allais même poser la question sur les critères, mais je laisserai ça pour une prochaine occasion. Alors, as-tu un dernier mot à dire à ceux qui nous suivent? Est-ce qu'il y a-t-il une expression qui te motive dans la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, qui, à chaque fois que tu as envie d'abandonner, tu as envie de tout arrêter, mais grâce à cette chose-là, tu puisses toujours une force de pouvoir continuer? D'accord. Qu'est-ce que je dirais à ces gens qui nous suivent? Je leur dirais de ne pas abandonner. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, moi, non seulement j'ai le désir de réussir, mais quand je me retourne et que je vois tous les sacrifices que ma mère a fait,
Je me dis, je ne peux pas m'arrêter là. Je me dis, c'est impossible, je ne peux pas. C'est une femme qui a tout donné. Sa vie, son argent, tout ce qu'elle a. Je me dis qu'à un moment, c'était tellement difficile de payer mes études qu'elle a dû déménager, retourner en famille pour pouvoir louer mettre sa maison en location juste pour pouvoir me payer l'école. Et aujourd'hui, je me dis, si je m'arrête là, les sacrifices là seront vains. Mais après tout ça, toi-même, tu dois avoir l'envie de réussir. Tu dois être déterminé. Et à ceux qui disent que moi, je n'ai personne, on a toujours quelqu'un. Dieu est là. C'est pas facile. On a commencé très bas. On a commencé très bas pour arriver là où on est aujourd'hui. Je dis que on n'est pas arrivé, mais Dieu a été avec nous. Dieu a pourvu et Dieu pourvoira toujours. Mais qu'on ne se contente pas de la grâce, qu'on ne se contente pas de la grâce, mais aussi qu'on se fasse démarquer. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de grâce, quelqu'un nous dit là, non, je suis là, Dieu va faire, il va m'envoyer à mon... Toi-même, pas chercher à mon Dieu et la grâce va te suivre. Donc, vraiment, je dirais à quelqu'un de ne pas abandonner ses rêves. C'est difficile. C'est pas facile de réussir, c'est pas facile de réussir à un prix. Vraiment réussir à un prix, mais que tu dois être s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. Moi, quand c'est difficile et que j'explique à ma mère, elle me dit, je t'ai écouté, mais prie, mets dans la prière. Donc, la base, c'est Dieu. Et vraiment, allons-y. Alors, rendez-vous au sommet. À tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui cherchent à se démarquer, et comme tu l'as si bien dit, le Seigneur, il est là. Et il n'est pas loin, il est toujours aux côtés de ceux qui le cherchent. Continuons à avancer et il bénira. Il bénira tout ce qu'on fait. Alors, nous sommes arrivés effectivement au terme de notre temps. À ceux qui nous suivent, on a vu combien Audrey nous a partagé son parcours, ses défis, combien ça a été difficile. Mais ça l'est toujours. Même aujourd'hui, c'est difficile, mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle continue d'avancer, quels qu'en soient les défis, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les épreuves. Elle prend sur elle, elle s'appuie sur Dieu et elle avance. Et la Bible nous le dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et donc, il n'y a aucune raison pour ne pas le faire. Il n'y a aucune raison. Nous pouvons le faire. Tu peux le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Et donc, commence. Si tu n'as pas encore commencé, commence. Si tu as déjà commencé, que tu veux t'arrêter, je te dis de continuer. Continue et demain, toi-même, tu témoigneras. Alors, à ceux qui nous suivent, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez interagir, n'hésitez pas à commenter, à partager et à nous suivre aussi sur les différents réseaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, TikTok et il y a notre site web aussi qui est accessible sur finisamo.com. Si vous avez de quoi à nous partager, vous pouvez juste aller nous écrire, nous contacter via le formulaire qui est dessus et nous serons ravis de vous recevoir. Encore une fois de plus, Audrey, merci à toi pour ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Finisango, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté, un espace où chaque voix compte, où chaque histoire inspire, où chaque pas vers l'avenir a de l'importance. Alors, êtes-vous prêt à écrire votre propre légende ?